fondatrice de In Silico Veritas. Absolument. Sois la bienvenue avec nous aujourd'hui au Déclic. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir. Alors Aurélie, tu es installée aux États-Unis depuis 2009. Tu as travaillé 7 ans en recherche en simulation numérique dans le secteur médical, dont 5 au MIT, quand même, il faut le préciser, le prestigieux institut de recherche du Massachusetts. Parcours professionnel qui t'a amené jusqu'au géant de la finance américain qui s'appelle Bloomberg. Tu définis ton poste d'ailleurs comme scientifique numérique. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Alors, je suis donc une scientifique numérique, donc c'est un terme très large qui peut mettre beaucoup de choses derrière ça. Ouais. Donc en fait, plus exactement, donc mon travail au quotidien, dans plein de disciplines, parce que je travaille dans la médecine, dans la finance, dans l'éducation, aussi dans la pure ingénierie, c'est de développer des modèles mathématiques que j'implémente dans des codes de calcul pour pouvoir simuler en fait des phénomènes physiques, des phénomènes financiers, pour pouvoir comprendre en fait les mécanismes, pouvoir répondre à des problèmes et aussi faire des prédictions en fait diverses et variées. Voilà. Alors, tu as un parcours qui est quand même assez hallucinant, il faut le dire. Docteur en mécanique de formation, plusieurs casquettes ensuite, ingénieure, chercheuse, consultante, enseignante à l'université, entrepreneur également aujourd'hui. On va y revenir dans un instant, ça c'est pour toi, c'est le gong, c'est cadeau. Ah, Ça commence bien. sympa. Alors, si je comprends bien concrètement, on n'a pas besoin d'avoir 12 vies pour faire ce qu'on aime. Absolument pas. Et je dirais même, et spécialement dans le code informatique. Ouais. Pourquoi ? Parce que le code informatique, s'imprégnant dans toutes les disciplines, on peut être capable à la fois d'être consultant, entrepreneur, développeur, ingénieur, on peut faire chercheur, plein de choses à la fois et dans une même vie. Et ma théorie, c'est qu'une vie, c'est une succession de petites vies. Donc quand on est développeur, on peut être développeur dans plein de disciplines, travailler avec des gens très différents. Et donc non, on n'a pas besoin d'avoir 12 vies pour faire ça. Exactement. De quelle manière est-ce que ce parcours professionnel, j'allais dire, ces expériences t'ont construite aujourd'hui ? Alors, je pense que c'est une construction qui est très personnelle, puisqu'en fait, ça m'a donné énormément de confiance en moi pour pouvoir aller encore plus loin et prendre encore plus de risques. Parce que, encore une fois, parce que le code informatique permet, encore une fois, de travailler dans plein de disciplines différentes, et de travailler avec des gens très différents et d'aller vraiment très très loin et d'avoir un impact sur la société, on gagne une certaine confiance au fur et à mesure en fait, de sa carrière et de ses études, parce que justement, on se rend compte qu'on est capable de faire plein de choses. Et donc moi, ça a vraiment joué sur ma confiance en moi. Et maintenant, je me dis, the sky is the limit, quoi. C'est-à-dire que je peux tout faire. J'ai envie de faire de l'informatique en sociaux, j'ai envie de faire de l'agriculture aussi. Plus tard, c'est un truc qui me... J'ai vraiment envie de faire ça. D'utiliser le code informatique pour essayer de faire des simulations pour améliorer les techniques d'agriculture et permettre peut-être d'aider les agriculteurs à travers le monde, même dans les pays sous-développés. Voilà, il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire parce que je pense encore une fois, le code informatique permet d'innover dans sa définition première, donc d'améliorer la qualité de l'humain. Et quand tu dis plus tard, c'est à quelle échéance du coup ? Tu as réfléchi un peu ? C'est une bonne question. J'arrive pas trop à me projeter à ce niveau-là. On verra très vite, j'espère. On en reparlera. Peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, on en reparlera peut-être. Oui, exactement. Alors, tu parlais de confiance en soi, évidemment, c'est important. Je sais que tu es d'un naturel très optimiste, en l'occurrence. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la clé du succès ? Je pense, oui. Je pense, c'est-à-dire que s'il y a une chose... Alors, je suis très optimiste à la base, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aux États-Unis, c'est de voir le verre à moitié plein. Pour justement essayer de toujours de flipper les situations qui sont parfois un peu inconfortables où on a cette sensation d'échec qui arrive à tout le monde, qui m'est arrivé aussi. Mais le fait de voir le verre à moitié plein permet de mieux avancer. Donc en fait, pour moi, l'optimisme, c'est quelque chose de très très important qui permet aux gens d'avancer plus vite, mieux et être rassurés dans leur parcours, même en cas d'échec, parce que l'échec, c'est pas grave, c'est pas un mal, quoi. Voilà. Et je dirais même plus, en plus de cet optimisme, il y a vraiment aussi un caractère d'humilité qui pour moi est très important. Lorsqu'on veut avancer bien et être entouré des bonnes personnes au bon moment pour pouvoir prendre des opportunités. Voilà. Avec la volonté, j'imagine aussi, d'apprendre tout le temps et toujours. Exactement. C'est là en fait où je parle d'humilité parce qu'il faut accepter l'idée, et je crois que c'est encore plus le cas pour un développeur informatique, d'accepter l'idée qu'on ne sait rien et qu'on va apprendre encore et toujours les disciplines dans lesquelles on va appliquer ce code informatique. Donc si on part avec cette humilité, on va être capable en fait de pouvoir plus apprendre, plus vite et d'être entouré encore une fois des bonnes personnes. Voilà. On en parlait un petit peu tout à l'heure et on en parlait aussi avec l'intervention d'Axel Lemaire, la ministre qui était avec nous en début de matinée pour la cérémonie d'ouverture. Le code, c'est vraiment toi, ta fonction, en tout cas ta fonction aujourd'hui. Est-ce que pour toi, apprendre à coder, c'est maîtriser l'avenir et j'allais dire aussi un peu plus loin, les nouveaux process dans l'entreprise ? Je suis entièrement d'accord. Comme je te l'ai dit en fait, donc moi je crois réellement que le code va s'imprégner dans toutes les disciplines. Et donc en fait, c'est vraiment pour moi un leitmotiv au quotidien. Et oui, je pense que le code informatique va arriver partout et même j'ai envie de dire, tout le monde sera codeur.
C'est-à-dire, je pense que tout le monde saura coder. Moi aussi? Oui, surtout toi. Ah bon? Oui, parce que je pense que tu vas devoir... Par exemple, le journalisme, qui est en train de devenir numérique, il y a énormément d'outils qui sont développés en fait dans le journalisme, et je pense que justement les journalistes vont devoir aussi se lancer dans le... Pas pour devenir des développeurs chez Google, c'est pas le but, mais de comprendre la sémantique et de pouvoir mieux appréhender les nouvelles technologies et pouvoir voir le champ des possibles dans leur domaine. Donc oui, et souvent les gens me demandent pourquoi tu aimes coder. Et moi je leur réponds, on parlait d'humilité, mais bon je leur réponds because I have the power, j'ai le pouvoir. Et donc quand on code, on a le pouvoir de changer les choses et on a le pouvoir en fait de modeler la société du futur à son image. Et je pense que c'est quelque chose de très fort. Donc oui, le code va s'imprégner de plus en plus dans toutes les disciplines et vous avez un rôle, on a tous un rôle à jouer dedans et on peut modeler cette société du futur à notre image. Et ça, je trouve que c'est quand même très gratifiant et très excitant. C'est sûr. Tu parlais justement d'avoir le pouvoir. L'objectif de t'avoir avec nous aujourd'hui ici sur cette première édition du Déclic, c'est aussi d'aborder la question de la femme et de la place de la femme dans tout cet univers du digital. Et j'ai entendu dire justement que les femmes ne s'orientent pas forcément vers les métiers du numérique, en tout cas aujourd'hui, ou en tout cas du code. Exactement. Est-ce que ça veut dire pour toi qu'on a une vision qui est concrètement erronée en fait de ces métiers? Alors oui, je pense qu'il y a... Alors, j'aime bien quand les gens déjà exposent ça comme un problème, parce que j'ai souvent été dans des panels de discussion où les gens commencent à discuter en disant bon, le problème des femmes dans le milieu tech, dans le numérique. Et moi je leur dis, vous prenez mal le problème, enfin parler de problème c'est une erreur, c'est une opportunité. Voilà, c'est une opportunité. Parce que si on inclut les femmes dans cet écosystème, on va gagner en retour sur investissement, on va faire plein de choses, on va transformer la société encore davantage et on va diversifier en fait la discipline. Oui, il y a un gros stéréotype, c'est-à-dire que je ne représente pas l'image du développeur. Voilà. Et je pense que c'est une erreur. Tu vois. Et donc c'est pour ça que je pense que nous, développeuses, on a un rôle, c'est-à-dire qu'on doit montrer l'exemple, on doit dire ce qu'on fait. Et moi, je connais plein de développeuses formidables, très sexy pour certaines d'entre elles, extrêmement brillantes, intelligentes, drôles, et il faut montrer cette image aussi pour chambouler les stéréotypes. Et d'ailleurs, je tiens à dire, donc parce que je vois Fatia juste là, donc en fait, je fais partie d'un board d'une organisation qui s'appelle Quelques femmes du numérique et qui justement va essayer de basculer ces stéréotypes en prenant en photo des femmes qui sont dans le numérique pour essayer de montrer une image attirante, décalée parfois de ce qu'on a dans la tête de la codeuse. Voilà. Oui, parce que du coup, on pense code, on pense codeuse à plus forte raison, on pense geek, c'est ce que tu es en train de me dire. Mais je me considère geek. Ouais, mais geek dans le sens effectivement féminine n'empêche pas d'être geek. Voilà, exactement. Alors Aurélie, on parlait de tes fonctions chez Bloomberg, histoire vraiment d'avoir de très courte nuit de sommeil, parce qu'on a bien compris que tu dormais pas beaucoup. Hein. Non. Tu as prêché la bonne parole pendant 2 ans et tu viens de créer, j'en parlais un peu tout à l'heure, In Silico Veritas, ta société donc de consulting et de coaching inspirationnel. Ton objectif premier avec ça, c'est quoi? C'est créer des vocations? Voilà, en fait, je me suis rendu compte, ça fait 2 ans et demi que je travaille intensément pour inspirer les jeunes filles et communiquer sur ma discipline et moi-même. Et je me suis rendu compte que la création de cette structure était vraiment vitale pour avoir plus d'exposition, en fait, et pour voir que les jeunes femmes et les jeunes filles puissent s'identifier encore davantage. Et je me suis rendu compte aussi avec le temps qu'il y avait une demande aussi de comprendre les nouvelles technologies. C'est-à-dire que je communique énormément auprès des femmes, c'était ma mission première, et que les gens ont commencé à venir me voir en me disant « mais nous, on veut aussi que tu nous parles des nouvelles technologies ». De qu'est-ce qu'on peut faire dans ces nouvelles technologies. Est-ce qu'on va perdre des jobs? Comment ça va se passer? Quelle est la transformation à faire? Qu'est-ce qu'on va y gagner? Qu'est-ce qu'on va y perdre? Et donc moi, j'essaie d'expliquer ça avec mon œil de scientifique et mon œil de femme aussi, humaine, donc pour essayer de donner un regard positif sur ces nouvelles technologies qui sont malheureusement très mal perçues de temps en temps par les gens ou dans les médias. Donc j'essaie de communiquer positivement là-dessus aussi. Oui, selon toi, il faut plus de positivisme en fait. Exactement, parce que, encore une fois, toutes les technologies ont été encadrées dans l'histoire de l'humanité, et je pense que, et c'est bien, c'est important, mais si on avait empêché, par exemple, la manipulation génétique ou le nucléaire, on n'aurait pas ce qu'on a maintenant, à savoir toutes les évolutions dans la médecine, ou même la médecine nucléaire d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'est important en fait de communiquer positivement là-dessus pour que les gens aient une bonne image et puissent croire en ces nouvelles technologies, voilà, et faire confiance aussi, voilà. Faire confiance, on en a parlé toi et moi effectivement. Oui. Dernière chose, quel conseil, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, est-ce que tu donnerais à tous les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui ici sur le Déclic
tous les jeunes qui voudraient se lancer, en tout cas, dans une carrière ou dans un métier dans le numérique? Alors, moi, je donne un conseil principal, c'est-à-dire que vous faites du code informatique, donc vous êtes bon en informatique, vous êtes bon en maths, donc ça, je pense que c'est un prérequis sur lequel on doit parvenir. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel les gens ne travaillent pas assez, ne voient pas en tout cas au début, c'est la versatilité. C'est-à-dire que je le répète, quand vous êtes codeur, vous n'êtes pas codeur, vous êtes tout à la fois. Donc vous pouvez travailler dans toutes les disciplines. Encore une fois, moi j'ai fait de la médecine, j'ai fait de l'éducation, à chaque fois dans le numérique. Je fais de la finance. J'essaie vraiment en fait je fonctionne à l'envie et à l'ennui. Donc quand j'en ai marre, je fais autre chose. Quand j'ai envie, je fais une nouvelle chose. Donc je ferai de l'agriculture, je le sais. Et du journalisme aussi. Et du journalisme. Ah, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Faire. Exactement. Et donc en fait, ce que je dis aux gens, c'est soyez ouverts, écoutez. Regardez où le numérique intervient, parlez avec ces gens, renseignez-vous. Moi, j'ai, par exemple, dans mes premières années de recherche, parce que je voulais faire de la médecine, j'ai cultivé des cellules en laboratoire, j'ai disséqué des cœurs, parce qu'en fait, mon professeur m'a dit, si tu veux appliquer le numérique dans la médecine, il faut que tu mettes les mains à la pâte, quoi. Donc en fait, ce que je dis aux gens, c'est soyez versatiles, intéressez-vous, parce que votre discipline, vous n'êtes pas codeur, vous êtes tout. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'il faut que vous vous rendiez compte de l'impact que vous allez avoir et ça va être de plus en plus le cas dans le futur avec l'émergence du numérique dans toutes les disciplines. C'est ce que tu nous disais, ça va se généraliser. Exactement. Merci beaucoup Aurélie Jean, qu'on peut merci applaudir. À vous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir Aurélie. Si vous avez des questions pour Aurélie, profitez-en. Elle est là avec nous encore quelques instants. Elle vient des États-Unis en plus. Elle a fait le déplacement uniquement pour nous aujourd'hui sur le Déclic, sur cette première édition. Est-ce que vous avez des questions pour Aurélie? Oui, bien sûr. Alors, on va vous apporter un micro, jeune homme. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi, s'il vous plaît? Alors, il doit être nommé normalement. C'est bon. Super. Bien. Moi, je suis en école d'ingénieur, en 5e année à l'ESUA. Et moi, j'ai une question, c'est vous parlez que tout le monde doit apprendre à coder, mais est-ce que cette idée ne va pas en opposition avec le fait qu'on est dans une société où on cherche à simplifier un maximum les outils informatiques et il y a une abstraction de tout ça. Et quand vous parlez de coder, est-ce que c'est vraiment apprendre à coder ou est-ce que c'est comprendre comment fonctionne la machine? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et c'est bien que vous me la posiez parce que comme ça, je peux éclaircir en fait ce point. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, je travaille avec des gens des ressources humaines, avec des marketeurs, et mon but, c'est pas d'en faire des développeurs. Sinon, moi, j'ai plus de job après. Je rigole. C'est dommage quand même. C'est dommage. Mais on est en manque de développeurs en plus, donc c'est pas vrai ce que je dis. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je leur dis, c'est que je leur demande pas d'être développeur, je leur demande pas d'être un expert dans la discipline, je leur demande de comprendre la discipline un minimum pour pouvoir reconnaître le champ des possibles, de pouvoir, par exemple, je travaille aussi avec la Business School du MIT parce qu'on va essayer en fait d'incorporer le code informatique dans les formations business parce que je crois en fait que ces gens du milieu du business qui vont détecter les nouveaux talents, qui vont financer les prochaines startups, doivent comprendre la sémantique, doivent comprendre ce que je dis tout le temps, le champ des possibles. Et je pense que le code, c'est un moyen en fait, à petite dose, moyenne dose, peu importe, mais ça va être un moyen pour les gens de se familiariser avec l'outil et les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on a tous un ordinateur actuellement. Et moi, je commence toujours par ça. J'essaie de poser des questions aux gens sur est-ce qu'ils savent comment fonctionne leur ordinateur. Et donc, rien que ça, je veux faire des gens, en fait, des utilisateurs éclairés. On va dire ça comme ça. Donc, je crois à ça, ouais. Exactement. D'autres questions peut-être pour Aurélie Jean, juste derrière? Oui, bonjour. Bonjour, je suis un peu plus vieille que les étudiants qui sont là, je suis désolée. De très peu. Et je m'appelle Flora et je suis fondatrice de Art Fair, c'est une espèce de Airbnb des œuvres d'art. D'accord. Et ma question, c'est de savoir, en tant que femme entrepreneur, est-ce que c'était pas trop difficile? Est-ce que c'était plus facile aux États-Unis d'être femme et entrepreneur? Ou en général, quoi? Est-ce que c'est pas trop compliqué? D'accord. Alors, à cela, je répondrai à une question qui est un peu dans le contexte de la vôtre, en fait. Moi, on me demande souvent, est-ce que ce que vous avez réussi à faire aux États-Unis, vous pourriez le faire en France? Parce que je pense que l'entrepreneuriat en fait partie. Moi, ce que je dis aux gens, en fait, c'est que je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait actuellement si je n'avais pas été formée en France. Parce qu'en France, on a les meilleures formations en mathématiques, en physique, en théorie. Enfin, vraiment, je suis sincère quand je dis ça, on a les meilleures formations au monde. Après, ce qui a été pour moi un déclic, en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est la versatilité. J'ai été embauchée par des médecins quand je suis arrivée aux États-Unis. Et c'est pour vous montrer en fait la mentalité, enfin l'ouverture d'esprit. Et quand un Américain regarde mon CV, il me dit « Oh mais c'est génial, t'as fait plein de choses. Bloomberg a vu mon CV et je leur ai dit « Mais je n'y connais rien en finance. » Il me fait « Mais c'est pas grave, tu sais faire plein de choses, tu vas apprendre. » Et en fait, c'est ça en fait. Mon message, c'est qu'il faut
être plus ouvert et se rendre compte en fait que ce qu'on veut, c'est pas quelqu'un qui sait faire quelque chose, c'est quelqu'un qui sait faire des choses. C'est-à-dire que moi, je veux pas forcément embaucher quelqu'un qui est spécialisé dans une discipline, dans la médecine, dans l'ingénierie des élastomères, dans les métaux. Non, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui est suffisamment versatile, qui a des connaissances théoriques fortes, fondamentales, mais qui après va pouvoir les appliquer dans un domaine très large. Parce que ça, je pense que c'est cette vision qui va nous permettre d'avancer. Voilà. Super. Donc, et donc l'entrepreneuriat en fait partie, c'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, aux États-Unis, tout le monde est entrepreneur par définition et tout le monde peut l'être. Et on attend ça de vous, en fait, sur votre propre vie, intrapreneur au sein de votre entreprise. On veut que vous soyez maître, driver des idées, de projets. Donc, ça fait vraiment partie de la culture dès le plus jeune âge, en plus. Donc, c'est cette versatilité, encore une fois, qui, je pense, pousse les gens, en fait, là-bas à faire des choses. Mais, encore une fois, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Et en France, on a les meilleures formations au monde. Et je le redis, et vraiment, on peut être fier de ça. Voilà. D'accord, merci Aurélie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Aurélie Jean qui est avec nous encore pour quelques petites secondes? Pas de questions complémentaires pour Aurélie. On peut l'applaudir du coup très fort. Merci beaucoup, François Xavier. Merci d'avoir été avec nous. Merci Aurélie.